Rebonjour, papa! Bonjour. Parlons conversation subjective, hein? C'est ce que tu disais avant l'entrevue avec Jean-Philippe Dion. C'est ça que je disais, oui. Je te demande... Au lieu d'une entrevue, la différence entre une entrevue et une T'as-tu compris un peu ce que je voulais dire? Oui, bien là... On va à la pêche. Mais je suis contente que tu aies dit aussi que ça se passait chez lui, parce que c'est pas un cadre plus décontracté encore que même au bar où tu faisais ça avec ouais. Non, on avait notre petite bière dans sa cour, là, comme tu as vu, puis on était relax, on jasait avant qu'il parte en vacances d'été. Avant qu'on plonge dans le produit, dans le contenu directement de Jean-Philippe, comment ça va? Moi, ça va très bien. Ouais? Ça va très bien. Je veux savoir comment, à maintenant l'expérience qu'on a, comment tu trouves l'exercice de venir t'asseoir ici avec moi? Je le trouve agréable à vivre. Ouais. Puis j'ai plein de découvertes à faire, dans le fin fond. Moi non plus, je ne suis pas préparé. Donc, où ça va aller, et on se laisse conduire par l'intuition, les images que j'ai gardées, des propos, là, en tout cas. Ça nous fait un sujet de conversation. Oui, vraiment. Puis, mais j'ai eu des commentaires de mes grandes sœurs, des filles, Amélie puis Anaïs. Anaïs a beaucoup aimé, comme moi, tu sais, je leur avais dit aux filles, le debriefing 3.2 avec Mike. Je l'avais beaucoup aimé. À la fin de la conversation, j'étais ressorti de là avec une impression, tu sais, une genre de légèreté. Puis sais-tu qu'est-ce que j'ai remarqué? Tu sais, à la base de ça, dans les grandes conversations, ou juste les conversations qu'on n'a jamais eues père-fils, quand tu les as pas vécues, tu peux pas savoir exactement à quoi tu t'attends. Oui. Puis, tu sais, c'est pas un grand règlement de compte, c'est pas une grande rencontre larmoyante. Je trouvais que juste l'espèce de carte sur table qu'on a réussi, selon moi, à atteindre de franchise, d'ouverture à l'épisode de Mike au 3.2, ça m'a comme apaisé en me disant « Hey, ça peut être simple de même. » Ben oui, mais on a un bon gros jeu de cartes. Il y en a plusieurs cartes. Oui, effectivement. Il y a plusieurs cartes à déposer sur la table. C'est ça. On les mettra pas toutes en même temps. Non, il va falloir nettoyer le jeu. Ça, c'est Anaïs, qui est ma sœur qui a 6 ans de plus que moi. Amélie, l'aînée de la famille, aujourd'hui dans la cinquantaine. Tu sais comment Amé, elle aime pas la chicane, elle est amie avec tout le monde, elle est toujours un peu, tu sais... Oui. Pas bon enfant, mais tu sais... elle trouve que je suis tough avec toi, un peu. Elle trouve que je vais trop dans le négatif. Mais je pense qu'elle a raison, mais tu as possiblement aussi raison parce que de le faire, je veux dire, parce que tu as été râpé un peu. Ouais. Et tu veux savoir pourquoi faire je suis râpé, pourquoi tu te sens râpé. C'est peut-être... C'est ce que je devine un peu. Tu sais, je veux dire, bon... Mais il n'y a pas de règlement de compte. Non. Parce qu'il n'y a pas de compte. Mais Amé, elle dit que c'est un peu dans le négatif. Et pourtant, c'est vraiment pas ce que je désire faire. Tu sais, je te le dis depuis le début, je veux pas qu'on soit dans la confrontation, mais je vais te dire comment je l'interprète. Tu me diras comment tu le reçois. Comment tu interprètes l'intervention? Le pourquoi de je le fais comme ça. Non, Amé, elle pense ce qu'elle veut, puis tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, puis même peut-être qu'ils ont arrêté de l'écouter parce qu'il y a des gens qui cherchent pas ça. Peut-être qu'au contraire, il y a des gens qui nous écoutent pour ça parce qu'ils ont peut-être l'impression de le vivre avec leur propre père, puis ils seraient pas game, tu sais, comme Jean-Philippe dit dans son entrevue, je serais incapable de faire ça avec mon père. Dans ma tête, on a la conversation ensemble pour tous ceux et celles qui se disent hey, « moi, je ne l'aurai jamais » ou peut-être pas tout de suite. Fait qu'il y a 2 choses là-dedans. Premièrement, je veux te féliciter puis te remercier de ton ouverture encore une fois. J'ai des commentaires. J'ai commencé à recevoir de plus en plus de personnes, de gars même qui lèvent la main pour venir être interviewés parce qu'ils veulent parler de leur vie. Fait que déjà ça, je trouve ça malade. C'est bon. Ouais. Puis j'en ai certains autres, dont des amis proches, dont des gens que je connais moins, qui disent hey, ton père, premièrement, il est éloquent, je ne reviens pas qu'il soit ouvert comme ça de faire ça. Puis crime, je vois un peu mon père dans lui, fait que oui, je peux m'approprier ces conversations-là puis m'imaginer celles qu'on pourra avoir. Fait que, à ça, pour vrai, il y a un genre de mission accomplie pareil, là. OK. Tu sens-tu la petite victoire? T'es-tu...
Ben, je suis content d'entendre ça, disons. Mais il y en aura encore plus. J'ai l'impression qu'il faut moudre le grain et puis il y aura beaucoup de farine. Je vais te dire pourquoi, donc. Je vais arriver au fait de pourquoi. Tu sais, moi, le but depuis le début, c'est que oui, je te dise comment j'ai vécu les choses, mais j'ai l'impression qu'on est un peu des miroirs l'un de l'autre. Puis je l'ai souvent mentionné quand j'ai parlé du projet, je l'ai dit à la radio en entrevue. Souvent, je suis rendu, tu sais, je crois tellement à cette blessure intergénérationnelle que quand je suis tendre avec mon enfant Albert, quand je le prends dans mes bras, j'essaye, là, c'est spirituel, là, cette affaire-là, mais de me bercer à cet âge-là, de te bercer à cet âge-là, de bercer grand-papa. J'essaie que ce petit bonhomme-là, que ça remonte, là, Oui, OK. puis que ça aille réparer quelque chose d'une tendresse qui peut-être n'était pas présente dans le temps. Puis tu sais, quand on s'est parlé la toute première fois, la fameuse première entrevue dont j'arrête pas de parler, qui ne sera jamais diffusée, j'avais été ébranlé par le fait que tu me parlais de choses qui étaient relativement traumatisantes pour un enfant de ton âge à l'époque et que tu n'associais aucune émotion à ça. Exemple, tu m'avais parlé de ton père et sa bouteille de gin. Veux-tu nous rappeler... Ah, mais mon père et sa bouteille de gin, je veux dire, comme... il prenait la fin de semaine, je veux dire, c'est pour décontracter, il achetait un Geneva, un Deckyper, comme... je pense que ça faisait à la queue, parce qu'à cette époque-là, c'était pas comme les sacs d'aujourd'hui. Hein, il y avait un comptoir, Fallait que tu demandes, ouais. Et ça faisait quasiment la queue, j'ose dire, des hommes et même des femmes aussi, parce qu'ils n'apprenaient pas tout seul la bouteille de gin. Ils apprenaient avec ma mère. Tous les deux buvaient ensemble. Dans toute la famille, des Huot, des Laberge, je veux dire, le gros gin, comme... Dans une grosse portion des familles québécoises de cette époque-là, je veux dire... Puis ils prenaient ça à partir du samedi, parce qu'ils travaillaient le samedi aussi. Ah, c'était 6 jours semaine dans le temps, ouais. Donc, ça passait... Mais il devait en rester, là, tu sais, ça n'a pas d'allure. Ils prenaient pas le vin. Ils n'étaient pas assis à la table en train de... Voilà. Mais de la manière que tu m'en avais parlé, il me semble qu'il y avait plus une ivresse qui venait avec ça, puis tu m'avais même dit, tu sais, que... Grand-papa, il y avait une mélancolie qui le suivait, il restait assis. Oui, c'est sûr. Il pouvait pleurer des fois, là, tu sais, mais je veux dire, je l'ai vu, je suis juste un témoin de ça. C'est là qu'on revient. Un homme sensible. Et oui, à une époque où on le permettait moins, peut-être. Non, mais c'est pas une question de permettre ou pas. C'est ça, il faudrait peut-être s'ajuster là-dessus. C'est défendu de faire. Comme aujourd'hui, par exemple, dans le monde qui vient, on interdit de penser à des... Tu n'as pas le droit de certaines pensées, tu sais. Aujourd'hui, là, hein, il se fait des lois en Europe, tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi si tu ne vas pas dans le narratif en Angleterre. Puis tu fais un lien avec la vulnérabilité. Non, parce que là, je ne veux pas qu'on parle de politique actuelle. Non, c'est pas une question de politique. C'est une question que... C'était pas on vous interdit d'être sensible. C'était dans une famille, d'ailleurs, si on peut dire ça rapidement, l'homme et la femme se rencontraient pour fonder une famille, se mariaient et le père était le poteau financier. On appelle le provider, là, oui, un terme. Et un peu, je veux dire, la loi, sauf que des familles où la mère était vraiment un peu toc. Mais tu sais, je veux dire, c'était le côté rude de la vie, c'était le papa. Mm-hmm. Le côté smooth et émotif de la vie, c'était la maman. C'est la maman. Bon, en tout cas, Mais on peut se permettre, ce qui est intéressant, c'est quand les cercles, tu sais, dans les beaux diagrammes de veine, là, ouais. Quand les cercles se touchent, ouais, là, il y a des intersections. Des lieux communs. Exact. Oui, c'est ça. Mais comment je dirais ça, donc? Ce que j'allais dire, c'est qu'on vient de passer le jour de l'an. Oui. Mais oui, le sapin est encore là. Je pense que c'est pas une cachotterie pour personne. Non, c'est ça. L'entrevue a eu lieu l'été dernier, mais j'étais bien occupé à l'automne. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est dans le temps du jour de l'an qu'on s'embrasse. Tu t'embrasses pas autrement qu'au jour de l'an. On se donne la main et on s'embrasse. C'est une chanson. Dans le temps, ouais. La chanson le dit, c'est les mœurs. Il n'y avait pas de signe d'affection
Il n'y avait pas commun. de signe d'affection. Tu sais, je pense que j'ai jamais vu vraiment mon père embrasser ma mère, tu sais, je veux dire, sauf dans le temps du jour de l'an. Non, c'est vraiment... C'est fou, ça, pareil. Ben, c'est comme ça que, en tout cas, c'était comme ça. Je trouve ça un peu misérable. Une autre anecdote. Puis c'est pas un jugement envers eux, là, mais pour un climat social de l'époque, tu sais, je veux dire, toi je te vois, t'es le premier à... Vous n'êtes pas non plus très démonstratif, puis Natacha me reproche de ne pas être démonstratif, puis la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre non plus, mais je te vois, toi, vouloir donner des becs à maman. T'es à la recherche d'une certaine affection, parce que c'est humain d'avoir besoin de ça. Donc, c'était une retenue qui était imposée par l'époque ou par les mœurs, mais c'est pas profondément... Ça répond pas aux besoins humains profonds. Tu penses pas? Ben, aux besoins humains profonds, là, on peut aller loin, là, tu sais, parce que... On peut rester en surface, on a juste 40 minutes. Les besoins humains profonds... L'affection, papa. La première chose qu'on fait quand on a un bébé, c'est se lever contre lui. Tu sais, je veux dire encore... moi, là, Albert, on a-tu parlé des béden-béden? Depuis qu'il est jeune, tu sais, Albert, qui est très sensible, là, qui fait des crises, des fois, qui est un peu sursensoriel, là, tu sais. Oui. J'y ai raconté à un moment donné pour le faire redescendre. J'ai dit, hey, toi, tu savais-tu que quand t'es né, t'étais en bédaine? Puis la première chose qu'ils ont faite avec papa, c'est papa se met en bédaine, puis on fait ça, un pot à pot, le pot à pot du papa. Puis encore aujourd'hui, à presque 6 ans, vu que c'est une façon, un phrasé que j'ai trouvé pour quand il devient un peu trop coucou, je dis, hey, ou qui est triste, on fait un bédaine-bédaine. J'enlève mon chandail, il enlève son chandail, puis on se fait comme un pot à pot pour ramener ça. Puis justement, t'as le sensoriel, t'as l'affection, juste le calme que ça ramène, puis ouf. Bon, tant mieux si ça existe maintenant puis que c'est apprécié, mais à l'époque où moi je suis né, donner naissance est un acte médical. Les sages-femmes, il n'y en a pas beaucoup, là. Je veux dire, ce qui va revenir après de dire que les femmes reprennent possession un petit peu de cette chose qui leur appartient vraiment en propre, ça, il n'y a aucun doute, là. Mais donner naissance, je pense que Joanne a essayé, je pense, de donner naissance sans assistance, la fameuse épidurale, etc. Là. Je pense qu'elle ne s'est pas rendue là parce que c'est des douleurs qui ont l'air... Ils n'ont pas rien clair, là, qui sont évidentes, mais toi, tu ne te ressens pas toi-même. Bon. Mais, je veux dire, l'accouchement naturel, toi, peut-être, ça a été essayé aussi. Et là, je t'ai eu dans les bras. Dans ton cas, moi, ce que je trouvais fascinant, c'est que tu avais l'os frontal qui se ballottait. Là, je pouvais le promener. Il se promenait. C'est pour ça que j'ai une drôle de forme de tête. Ben, peut-être. T'es pas fini. Il aurait fallu que je reste une petite semaine de plus. En tout cas, donc, tu vois, il y a une atmosphère sociale qui... Il y a le catholicisme est très présent toujours. Mais j'enlève... Non, mais je comprends tous ces paramètres-là. Oui, d'accord, là. mais c'est parce que, attendons-nous là, de certains principes qui sont honore ton père et ta mère. C'est l'affection de l'enfant vers les parents et non pas des parents vers l'enfant. Mais c'est pas... curieusement, je disais à ta mère tantôt, je veux dire, est-ce que c'est un devoir, c'est une obligation d'aimer tes enfants, tu sais? C'est une obligation nécessairement de prendre soin d'eux. Mais l'amour, amour qu'il intervienne à un moment donné, il ne s'agit pas de détester, c'est voilà. Non, toi, tu parles entre la neutralité et... Ben moi, je pense c'est tout le contraire d'une obligation. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même parce que tu ne t'ouvres pas à un pan merveilleux de l'existence avec un grand E. Puis tu sais, je sais que je parle à mon public ici, là, dans le sens... Tu recherches ça, tu me l'as dit dans les premiers épisodes. Tu sais, c'est quoi la vie, où ça s'en va. Fait que je pense que si tu restes juste dans le business, appelons ça comme ça avec tes enfants, je suis responsable d'eux, tu te coupes toi-même d'un monde incroyable, tu sais, de cet amour le plus profond. Puis, tu sais, là, tu me parles beaucoup du contexte. D'accord avec toi. Mais je le comprends à full, ton contexte. Puis justement, on va boucler la boucle du début de notre conversation, c'est que
quand tu sais, quand je dis pourquoi je sens le besoin d'être rough, pas rough, mais tu sais, d'amener le négatif, c'est comme si, justement, quand on a eu nos premières conversations à cet effet, j'ai vu que ma lecture à moi, c'est que tu ne t'accordes pas le droit ou tu ne te l'es jamais accordé, donc c'est pas à 78 ans que tu vas commencer à le faire, de ressentir des choses par rapport à ça. Puis c'est pas de ressentir de la déception ou quoi que ce soit, mais je me souviens, ça m'a marqué, tabarouette. Tu m'as dit, il y a 1 an, quand on se parlait, mon père buvait son gros gin, il pleurait à table. Moi, j'avais 7-8 ans. Puis je t'ai demandé, quelle émotion, toi, tu ressens comme enfant de 7-8 ans? Puis tu m'as dit, je me rappelle pas que ça me dérangeait outre mesure. Ah non, mais oui. Mais j'imagine pas, papa, un enfant de 7-8 ans. Puis je le sais parce que je l'ai vécu. J'ai été cet enfant-là avec toi assis à table. Puis je le sais profondément comment ça m'a fait vivre. Puis pourquoi je ressens le besoin de te le dire, c'est comme pour te donner le bâton de course de dire « Hey, t'as le droit toi aussi. » Puis je suis pas thérapeute. Mais Christy, dès que tu fais de la thérapie, le psy, il va te le dire, le ou la psy, la thérapeute, tu internalises beaucoup d'affaires, puis quand tu es jeune, tout se ramène à toi. Mm-hmm. Avant 6 ans, je pense. Puis c'est sûr que si on dit 7-8, tu as entendu ton père pleurer à 4, 5 aussi, puis l'enfant n'est pas capable. Non, mais là, attends un peu, là, t'as entendu ton père pleurer. C'est un peu... Non, mais pas, c'est un cas de figure parmi tant d'autres. C'est juste de dire, quand tu es jeune, puis que je vais ramener mes enfants, tu sais, tes voix, les enfants, ce qu'ils ont à offrir, non seulement ce qu'ils ont à offrir, mais ce qu'ils essaient d'aller chercher, cette ouverture-là pour dire, on communique, on interagit, on est en relation. Fait que c'est sûr que si, comme enfant, t'as moins senti, toi, je parle de toi. Oui, entendons-nous que en sentir, tu ressens, mais par pudeur, tu t'en mêles pas. Tu peux te poser des questions. Plus tard, il y a eu des la conversations. Pudeur, là, en tout cas, par la pudeur, c'est adulte. Quand tu as 5-6 ans, là, tu vois-tu un Albert Pudique, là? Tu connais c'est pas de ça que je parle pas d'une pudeur sexuelle, non, moi non respect plus. de l'intimité de la personne. Ben, je veux dire, mes enfants ont zéro ça. Un secret quelconque qui à ne pas aller gratter. Tu penses pas je que... sais pas, là, je dis n'importe quoi parce que... Mais tu penses pas que toi, le Daniel, en 55, là, à 8 ans, Jules Fernand, ton papa, peut-être que la vie jusque-là t'a imposé ce respect-là puis cette pudeur dont tu parles, mais que ton besoin d'enfant, c'est pas ça. Ben, je sais pas. C'est appris. Non, mais toi, tu dis, si je comprends bien, si moi, étant toi, là, si moi, je ressens le besoin, j'ai ressenti le besoin en tant qu'enfant de ça. Mm-hmm. Donc, mon père doit avoir ressenti la même chose devant quelque chose qui est semblable. Moi, je pense que tous les enfants du monde cherchent cette connexion-là, puis peut-être que les mœurs de l'époque font que c'est pas accessible. Cherchent cette connexion-là. Oui, cette ouverture de leurs parents. Là, tu me parles d'une pudeur puis d'un respect de pas gratter quelque chose, mais... Ben, je te parle d'une pudeur que... je sais pas, là, je comprends pas. Avoir accès à l'intimité de la tristesse de quelqu'un qui est ton père. Non, tu veux pas avoir accès à cette intimité. C'est de ça que j'ai compris, moi. Non, tu m'as dit que ça ne t'avait pas affecté de l'entendre ou de le voir comme ça. Puis moi, je pense que, comme enfant... que ça m'ait affecté. C'est sûr que tu n'as pas de souvenirs, pas. C'est sûr qu'ils sont enfouis quelque part, puis c'est correct, je veux pas les remonter. Mais moi, je te dis que... en tout cas, je veux pas les remonter, c'est peut-être pas vrai. Peut-être que, justement, je devrais avoir une pudeur que j'ai pas parce que j'essaie trop de brasser les affaires. Mais c'est juste que moi, je choisis de mettre ce négatif-là. C'est comme dans le but d'essayer que tu te le permettes. Parce que j'ai l'impression que... Moi, c'est drôle, hein? J'avais constaté à un moment donné qu'il y avait le témoin important. Il y a un Daniel en moi qui vous regarde tout ce que Daniel fait, tout ce que Daniel est. Bon. Et c'est pas froid, c'est stoïque. Pas stoïque non plus, c'est simplement non engagé. Il ne s'engage pas émotivement dans ça. C'est des réalités qui ont existé. C'est des choses qui sont.
Mais cet être-là intérieur est stable, calme, il continue de vivre. Bon, tu sais, je me souviens qu'un adolescent ou jeune homme plutôt, j'ai écrit beaucoup d'affaires, puis j'ai fait des dessins, puis toutes sortes de choses. Puis je l'appelais le témoin important. Bon, et quand tu m'amènes ces choses-là, j'ai l'impression que c'était déjà là de constater quelque chose dans lequel je ne m'embarquerai pas, je ne m'embarque pas émotivement et je ne porte pas de jugement là-dessus. Tu sais? Et c'est par la suite, moi, que maman elle m'a raconté des affaires. Bon, c'est pas mon père qui m'a raconté. Il est mort tellement jeune. Il est mort d'un tumeur au cerveau, je l'ai dit. Bon, c'est certain que, bon, moi, actuellement, tu sais que je suis impliqué dans les groupes de Bruno Gröning. Et puis, même. Donc, pour les gens, c'est comme un guérisseur ou un guérisseur qui était en Allemagne dans les années 50, fin 40, en tout cas. Donc. Mais c'est que le mal qu'on a, la maladie qu'on a, c'est souvent des blocs, c'est réellement des blocages énergétiques qui se passent quelque part. Mm-hmm. Bon, et il y a quelque chose que mon père... Il y a en tout cas, les gens peuvent regarder Bruno Gröning, mais sinon, moi, j'arrête pas de recommander le livre When the Body Says No de Gabor Maté. Ah, c'est la Gabor même Maté. Ben, donc, toi, tu associes le cancer au cerveau de ton père. Ben, je l'associe, je dis possiblement, comprends-tu? Ben c'est qu'il y a eu tellement... Je suis le premier à avoir fait ce lien-là. Dans sa propre vie, il y a eu tellement qui n'est pas notre vie de famille nécessairement, mais dans sa vie, il y a eu des avenues qui auraient été absolument grandioses, qui ont été bloquées par l'intervention de quelqu'un. Et il est devenu ce qu'il est devenu... Bon, voilà, tu sais, je veux dire... Puis il y avait une tristesse qui restait par rapport à ça. C'est ça, l'homme qui pleure la fin de semaine. C'est ça que je crois. Il n'était pas que ça, évidemment. Là, on n'arrête pas de parler de grand-papa comme quelqu'un qui faisait juste pleurer la fin de semaine. C'est pas ça. Mais ouais. Non, c'est un grand chanteur qui... On allait toujours à la messe de la grand-messe le dimanche matin. Et papa, à l'époque, on louait des bancs. Il avait loué le premier banc en avant, juste en arrière de celui des Marguilliers. Puis quand c'était le temps du Gloria, moi je voulais m'enfoncer parce que il enterrait tout le monde d'abord. Ouais. Il chantait fort. C'est il avait un très grand ténor. Mm-hmm. En tout cas, voilà. Qui n'a pas pu vivre sa carrière de ténor. Il n'a pas pu vivre une carrière de ténor qui aurait été possible à un moment donné, mais qui a été refusée par ses parents. En tout cas, c'est des choses. C'en est une peine, ça, c'est ça, de dire je pourrais suivre ma voie, je pourrais. Ben, tu veux-tu un verre d'eau? Veux-tu qu'on s'arrête? Non, c'est beau. Okay. Et pour revenir, pour être, parce que là, on est en train, on parle après Jean-Philippe. Je sais, mais je reviens à ce que je disais avant Jean-Philippe. Mais tu vas voir. C'est pas une entrevue. Non, tu vas le ramener? Je sais. Non, mais ce que je veux ramener, c'est que c'est dans le témoignage de Jean-Philippe, parce que c'est un témoignage quand même, tu sais, c'est une conversation témoignage. Sa paternité, lui, c'est très beau à entendre quand il la raconte. Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Ben, c'est que savoir à un moment donné, parce que d'abord, c'est un petit garçon, eux sont homosexuels, et puis ne pas obliger. C'est quand l'amour se révèle par les petits gestes où Alex, leur fils, les colle de lui-même. J'ai posé la tête sur la poitrine, sur l'épaule, tu sais. Et là, il se découvre. J'ai le droit d'aimer cet enfant-là. J'ai le droit de l'aimer. Tu sais, j'ai le droit de l'aimer. J'ai trouvé ça beau. J'ai des larmes aux yeux. Ah, qu'est-ce que ça vient chercher? Ah, ben c'est de la beauté de cette chose-là. Ouais. C'est de... Moi j'ai aimé entendre dans cette entrevue-là la sincérité, l'ouverture généreuse et totale de Jean-Philippe à raconter à quel point il est responsable dans la vie.
Mais c'est pas une responsabilité de force, c'est une responsabilité Choisi. de cœur. Non, c'est un homme de cœur. C'est ça que j'ai trouvé ça beau. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est... Non, mais c'est la première fois, papa, dans nos conversations que tu as les larmes qui viennent aux yeux. Fait que je peux pas faire autrement que mettre le pied dans la porte, là, excuse-moi. Ah oui, non, mais c'est ça. Est-ce que tu t'es associé à ça? Qu'est-ce que c'est venu chercher dans ton histoire à toi? Parce que souvent, ce qui nous touche, c'est là où ça trouve écho dans notre histoire la beauté personnelle. De ça. C'est la beauté. La beauté, ça peut me faire pleurer, la beauté, tu sais. Parce que dans notre aventure de père-fils, je me rappelle d'une fois où tu m'as remis une scène que j'ai tellement qui ça me met les larmes aux yeux aussi. C'est la fois où tu es rentré puis vous aviez ramassé des bleuets. Puis moi, j'étais un peu chaud, j'avais tout renversé. Puis quand tu m'as vu, en tout cas, moi, je veux dire, Moi, ça m'a coûté cher de psy, cette scène-là. En tout cas, il y a de quoi aussi. Ouais. Mais, est-ce que je peux l'expliquer pour que les gens comprennent c'est quoi? Ben oui. Je ne l'ai pas raconté. Encore mieux que... Parce que moi, c'est ce que tu as raconté. C'est quand, qui m'a montré... Quand tu me l'as raconté, ouais. À un moment donné, là, où tu étais dans une vague de ce que ta sœur appelle l'agressive. Non, mais un peu un reproche. Il y a quelques années. C'est pour ça aussi que j'en reviens au fait que tu peux pas... Tu sais, j'avais quel âge? J'avais 5-6 ans, 7 maximum? Ben oui, mais c'est ça. Moi, j'ai réussi à me mettre dans dans ta peau, me voyant dans cet état, et j'ai compris tout le désarroi que tu m'exprimais quand tu me l'as raconté. Tu m'as pas dit ça, tu me l'as jamais dit. Je te le dis, là. Non, je le sais, mais puis c'est pour ça qu'on se parle. Tu me l'as jamais dit. Non, mais papa... c'est parce que moi, je t'ai dit à cette époque-là, à ce moment-là, j'ai dit, Toby, pardonne-moi, c'est tout. Je ne peux rien faire... Ouais, pardonne-moi. Tu sais, je veux dire, mais je comprends, en tout cas. Ouais. Là, tu peux dire aux gens. Non, on n'a pas besoin. Bref. Pardon. Moi, ce que j'ai... Il y a plein d'aspects à ça. Donc oui, on était allés dans le jour. T'étais-tu venu avec nous ou pas? Je peux pas me souvenir de ça. Mais j'ai l'impression que t'étais pas là. Puis que ça ajoute une couche. Mais je pense que je devais pas être là parce que... Les bleuets étaient revenus. C'est ça. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, là, donc c'est une scène toute simple, mais de ces scènes où tu arrives chez le psy puis tu dis, tu sais, j'ai peu de souvenirs de mon enfance, mais cette scène-là, je la revisite, elle me suit chaque jour de ma vie. Un flash de ça. Oui, OK. Un flash d'enfance. OK, assis-toi, on va rentrer dedans. Puis en plus, moi, le psy que je voyais, c'était pas un psy, c'était plus un thérapeute, fait qu'un peu plus champ gauche, je vais dire, tu sais, on fait un peu d'hypnose, on rentre dans les souvenirs. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que, tu sais, là-dedans, tu as le symbole de, nous sommes allés en famille cueillir des bleuets dans le jour. T'es pas là. Donc, papa ne participe pas aux activités. Parce que, puis là, on se couche sans que papa soit là, parce qu'il était à la taverne, dont on va bien finir par parler légèrement. Et non seulement il n'a pas participé à l'activité, puis le soir, il n'est même pas revenu à la maison parce qu'il est allé se mettre chaud avec ses amis. Mais en plus de ça, quand il rentre à la maison, il est tellement chaud que notre prix, notre trésor de la journée, nos bleuets, il en prend, il les renverse tout à terre. Puis quand je me fais réveiller par le barda, je le trouve vautré dans mes précieux bleuets. Fait que tu sais, la symbolique est tellement forte, là. Le gars chaud qui a préféré être chaud que venir souper avec nous, puis qui est même pas venu cueillir mes colis de bleuets, il est assis dedans. En tout cas, là, moi, ça m'avait... C'est pour ça que je te dis en thérapie, là, je l'ai broyé. Je l'ai broyé assez pour que je le raconte à mon thérapeute puis il dit « Oh mon Dieu, je pensais qu'on avait fait le tour. » Puis j'étais comme « visiblement pas parce que je suis pas capable de t'en raconter encore. Fait que, toute cette symbolique-là était tellement puissante pour moi. Puis je m'excuse, mais ça doit être pour ça que le simple pardon, si on veut, où tu m'as pas dit à l'époque je suis capable de me mettre dans ta peau, tu sais, parce que des pardons, on en entend, là, hey, je m'excuse. Je sais pas quoi dire d'autre, fait que je m'excuse. Tu sais, on connaît pas la vraie valeur d'une excuse. Je m'excuse. Pardon. Pardonne-moi. Parce que s'excuser soi-même, déjà, je trouve ça outrecuidant. Je m'excuse, OK, ouais. Moi, j'utilise jamais je m'excuse. Excuse-moi. C'est excuse-moi, mais là, ça va plus qu'à excuse-moi. Là,
Ouais. Pardonne-moi, c'est bon. C'est ça. En même temps, je t'ai parlé de ça à une époque qui nous mène dans mon évolution à moi à la conversation qu'on est capable d'avoir aujourd'hui. Ben voilà. Ouais. Puis là, à reparler de ça, voilà. Ouais. C'est ça. J'accepte. Je t'offre mes excuses. Ou j'accepte tes excuses ou je te pardonne. Merci. Ouais. Est-ce que... Tu sais, je parlais des tavernes tantôt avec Jean-Philippe. Par rapport à la taverne, tu m'avais déjà dit, j'ai parlé on a parlé de ça avant qu'on écoute ensemble. Et puis, le mot taverne est porteur de beaucoup d'affaires. J'ai dit, tiens, je vais aller réenquêter sur le... C'est quoi une taverne? C'était quoi une taverne? Hein? Les tavernes, ils ont fermé en 1981. Les vraies tavernes interdites aux femmes et tout. Là. Interdites aux femmes, hein, ça a fermé en 1981, vois-tu? Mm-hmm. Alors, mais il y a des débits de boissons qui ressemblaient à des tavernes. Comme là, la semaine passée, je suis allé voir mes deux amis Jacques. On voit une taverne près de la chute Montmorency qui s'appelle Taverne, puis c'est écrit on ne sert pas de repas ici. Donc, tu rentres là-dedans, c'est un bar, taverne. Mm-hmm. Et pourquoi la taverne était si fréquentée? Bien, c'est parce que la bière était pas chère. C'est comme ça que ça... Parce que tu vas à la taverne pour être avec des amis. D'abord, bon, il y a les travailleurs, bon, il y a tout un monde. Nous, on allait jaser beaucoup à la taverne, où c'était devenu des brasseries à l'époque. Donc, toi, quand, maman, tu dis à un moment donné... Je me rappelle, maman qui appelle Daniel, dites donc à Daniel de s'en venir. Je me demande quelle brasserie j'étais, là, mais c'était des brasseries. Soit au Chameau, soit à Taverne Royale. Le Chameau, ça, c'est la Taverne Royale. Ouais, vois-tu ce que c'est ça, la Taverne Royale où c'était merveilleux, c'était écrit « On ne blasphémez pas » sur le mur. Bon. Et puis, en tout cas, mais c'est un... Comment je dirais? C'est que... Tel que je comprends et vois ça, c'est que les hommes, pour jaser... ont besoin d'avoir un verre dans le nez. Sortir de la maison, n'a pas besoin d'avoir un verre dans le nez nécessairement. Ça c'est certain qu'au fur et à mesure de la consommation, le ton monte, les avenues, les Ça parle de quoi? Toi, tu parlais pas de sport. Toi, tu devais parler de philosophie. On parlait de philosophie, mais nous autres, on avait bâti une maison d'édition philosophique. Philosophique qui je comprends toujours pas comment vous avez pensé faire de l'argent avec une maison d'édition de livres philosophiques. On n'a jamais pensé vraiment faire de l'argent. Et puis, c'est pour ça, l'affaire des tavernes, dans mes recherches, il y a une émission, tout le monde en parlait à Radio-Canada, qu'on trouve facilement dans YouTube, qui est excellente. Qui décrit tout ce monde-là avec les comédiens de Brou, d'ailleurs, qui expliquent leur... Bon. Tu le dis à Jean-Philippe dans l'entrevue que j'ai dit, il faut mettre de l'avant, il faudra que les tavernes reviennent, etc. Mais je pense que c'est un lieu qui manque aux hommes pour se parler entre eux. Il faudrait que ça revienne, qu'il y ait un lieu. Parce que... Pas juste la chambre de hockey. Non. Puis là, tu avais juste... oui, c'est ça. En tout cas, parce que les tavernes, c'est le peuple, ça. Alors que les grands de ce monde, ou les moyens de ce monde, ou ceux qui sont... Ils ont des clubs sociaux privés, qui est exactement pareil. Là, ça prend un verre, puis ça... Mais, en tout cas... Fait que c'était pour vous retrouver. Je te pose une question, ça va être très moderne, là, parce qu'on sait que les gens ne boivent plus aujourd'hui, mais... Le besoin d'alcool là-dedans, ou le besoin de beaucoup d'alcool. Pourquoi? C'était jamais juste une bière, là. Non, ça jamais. Vous étiez chaud raide, là, chaque fois. Oui. Puis c'est pas chaque fois, parce que c'est... Des fois, j'ai l'impression que c'était 7 jours par semaine. Puis non, mais ça revient à ce qui est marquant, tu sais. Je veux dire, moi... Oui, une fois, c'est trop. 2 fois, c'est encore trop. Mais tu sais, je me souviens d'avoir maman désemparée qui est comme... Renvoyez-le! Il y a une famille aussi. Il a peut-être oublié, mais on aurait besoin. Ah oui, mais oui. Mais puis tu sais... C'est encore pareil, là. Puis
tu sais, je veux dire, Jean-Philippe en a parlé par rapport à son père, puis c'est pas... Le spotlight n'est pas sur le Daniel Huot, là. Non. Le spotlight est sur des hommes de cette génération. Puis sais-tu même, c'est pas des... Aujourd'hui, moi, bon, j'aime beaucoup, puis là, désolé, il est long cet épisode-là, on a des choses à dire. Il va falloir qu'on s'en garde pour les prochains. Il y aura toujours quelque chose. Je sais, on manquera jamais de... Mais là, c'est parce que j'ai peur de faire peur au monde. Je veux dire, je sors 2 heures de contenu par semaine à un moment donné. Quand tu arrives tard au party, ça peut être un peu intimidant. Mais je veux dire, c'est pas obligé d'être... Je sais pas, à un moment donné, tu peux dire on arrête. On va arrêter bientôt. Mais c'est parce que ça... Moi, j'aime beaucoup un thérapeute populaire aussi sur les réseaux sociaux, mais qui est quand même plus vieux, là, qui est dans la 60, sinon 70 ans, qui s'appelle Terry Real, vraiment comme le vrai Terry, là. Terry véritable. Puis c'est un des hommes qui a parlé dans les années 90, quand c'était pas à la mode, de la dépression chez l'homme, parce que c'était une maladie féminine à l'époque. Puis lui, il dit non, les gars sont dépressifs aussi. C'est juste que le gars dépressif, ça se fait pas voir de la même façon que chez la femme. Le gars dépressif, il est accro au jeu. Le gars dépressif, il est alcoolique. Et vous, c'était l'alcool. Des gars, là, des filles qui nous écoutent, qui ont un chum qui game comme un adolescent, là, c'est sûr game, tu veux dire un jeu vidéo? Exactement, les jeux vidéo ou les jeux sur ordinateur. Comme on a partagé quand on était sur la rue Loyola aussi, à un moment donné. Un jeu vidéo, oui, quand on avait joué à PlayStation ensemble. Mais ça, c'était le fun parce qu'on était ensemble. Aujourd'hui, les gars, ils jouent en ligne. Je pense pas qu'ils ont des conversations comme celles que vous aviez à taverne. Non, mais je voulais juste noter qu'on a eu des bons moments aussi. Oui, bravo. Oui, effectivement. Je te vois encore avec ta manette de PlayStation d'essayer à Gran Turismo de faire tourner. Tu étais devenu accro, d'ailleurs, un peu. Ah oui, j'ai eu mal au pouce. Tu m'as dit, sors ça de la maison, puis c'est Samuel, mon ami, qui nous l'avait prêté. Dieu merci, c'était pas la nôtre, mais ouais. Bon, c'est vrai, c'était un bon moment. Mais voilà, je pense que si c'est plus l'alcool qui aide certains gars à s'enivrer ou à s'engourdir, le jeu en fait partie. Puis je dis pas qu'il faut pas gamer. Je dis que ce côté obsessif-là amène une espèce ou démontre un désir d'évasion du quotidien. Puis c'est là que je reviens à même une boucle du début que si tu étais plus avec tes kids, tu aurais moins besoin de cette... Tu sais, c'est un équilibre qui n'est pas là. Alors, j'ai besoin de m'enivrer parce que je suis un peu dépressif, parce que j'ai pas d'équilibre dans ma vie, parce que je suis moins capable d'exprimer mes sentiments, puis donc d'aller... Parce que les sentiments, t'es sors, t'es absorbes des autres, tout ce côté relationnel, émotif-là. Oui. Mais pour moi personnellement, là, c'était impossible d'aller là tout seul. Si j'y allais, c'est quand il y avait un ami, 2 amis, 3 amis qui étaient là pour qu'on jase. Parce que aller, comme il y a des hommes qui le font, à la taverne ou à l'établissement de boissons, comme celui de la taverne du Ken, mettons, tout seul, moi, c'est du social. La bière est sociale. Et pourquoi ça s'est arrêté? C'est qu'une fois, là, récemment, c'est en 2014. Okay. En 2014, trois de mes chums et moi, on est 4. À l'occasion, c'était l'ouverture de la Porte-Sainte à Québec. Là, en tout cas, on se ramasse devant la basilique à Québec. J'adore que ce soit lié à une affaire religieuse. C'est incroyable. Non, mais entre taverne et église. Oui, mais là, c'est ça. Mais il y avait le Gaulois, la taverne Le Gaulois, devant l'Hôtel de Ville à Québec. Qui était une taverne autrefois. Puis qui avait pris un autre nom. Mais on est allés tous les 4. On s'est assis, puis on a pris chacun un verre de bière. Puis il y en a un qui en a pris un autre. Puis quand on a demandé la facture, ça coûtait 90 $ pour 5 verres de bière. Ça a vidé les tavernes. Le prix de l'alcool? Écoute, je veux dire, si jamais tu as l'occasion de regarder l'émission, tu veux dire un des gars de Brou qui raconte, tu rentrais puis tu faisais ça de même. Tu payais à tout le monde. Non, c'est pas ça que ça voulait dire. C'était des tables carrées, à peu près ça de large, carré. C'est remplis-moi la table de verre de bière. Mais tu trouves... À quoi bon? À quoi bon? Fine, c'était pas cher, là, mais... 10 cents. Non, mais c'est... Je veux dire, c'est comme ceux qui sniffent de l'alcool, là. C'est pas cher sniffer de l'alcool, mais à quoi bon, là? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est que...
C'est fin des années 60. Dans les années 60, moi, que j'ai vécu, c'est quand on était étudiant. Je veux dire, c'était rentrer dans une taverne, c'était une espèce d'initiation à l'âge adulte. J'ai été initié au cégep. Moi aussi, je me suis torché au cégep. Mais après ça, quand tu deviens un adulte avec une famille... Oui, mais tu y retournes pas. Peut-être que c'est le temps de passer à d'autres choses. C'est pas tout seul que tu remplis la table. T'es 4 autour. Je comprends, mais ça équivaut à l'intention de se torcher. C'est plus ça ma question, tu sais. Oui, de s'enivrer. Oui. De s'enivrer. Mais... Être ivre, tu sais, c'est Bacchus, il y a des initiations qui avaient lieu dans les temps passés. Oui, je comprends, mais c'est pas plus une époque. Tu sais, mettons, là, on essaye de parler de masculinité moderne. C'est sûr que je ne vais pas me comparer aux Romains. Là. Bacchus, c'est un Romain ou un Grec? Moi, j'ai jamais... La coke a pris plus de place aussi. Il y a eu des drogues, la Marie... Il y a vendre. Là, en passant, tu ne parles pas dans ta vie, là? Non, c'est pas... dans la société, juste que ça soit clair. Non, moi, je n'ai pas touché... J'ai touché à la Marie il y a longtemps. C'est correct. Écoute, il y a des SQDC, hein? Personne ne va t'en vouloir. Non, mais je sais bien. Mais en tout cas, c'est pas ça le propos, nécessairement. C'est de dire que, bon, voilà. Ouais. Ça a été cette époque. Ça a été une époque, encore une fois. Ça a été une époque, mais aujourd'hui... Puis l'autre affaire qui s'est passée aussi, c'est qu'ils ont rentré des machines à sous. Mm-hmm. Avant, il y avait une ou deux tavernes quelque part qui avaient une machine à sous qui était contrôlée peut-être par les gangsters, disent-ils, c'était la mafia qui tenait ça. Là, c'est rendu contrôlé par l'Auto-Québec. Tu sais, ce que le gouvernement s'est dit, si ça enrichit la mafia, ça va enrichir le gouvernement. Ouais. Mais en tout cas... Puis ça revient à mon affaire de Terry Real. Hein? Ben, je te parlais de Terry Real tantôt, accro à l'alcool, ben, poup, une dépendance ou une autre. La dépendance au jeu. Le jeu. Même symptôme. Qui n'est pas le jeu, le même jeu. Qui n'est pas le gaming, non, exact. Le gaming, c'est du gambling. C'est plus du gaming. C'est du gambling. Ouais. En tout cas, je veux dire, en tout cas, voilà. Ouais. C'est un peu... On n'a pas beaucoup parlé de Jean-Philippe. Tu as quand même eu un très beau moment où tu parles de ça. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu retenais de ça? Est-ce que... Avec Jean-Philippe? Ouais. Ça m'a... Pourquoi? Je vais utiliser le mot réconcilier, amadouer, parce que quand même, avec mon âge, on n'a pas été élevé pour être vraiment... cette ouverture-là. Avoir une ouverture envers les couples homosexuels. Mais... en tout cas, on en connaît d'autres aussi, mais c'est très éclairant, puis j'ai une certaine admiration pour son comportement, pour ce qu'il en dit. C'est une personne... Son chum a l'air d'être un peu à l'égal. Il me dit, s'il l'a comme chum, c'est parce que... Oui, chum. C'est deux personnes qui se complètent extrêmement bien, Jean-Philippe et Martin, parce que Jean-Philippe, c'est le bourreau de travail, l'entrepreneur. Il est rendu président des productions déferlantes qu'il a fondées il y a 10 ans. Là. Mm-hmm. Martin, c'est un artiste, un homme de théâtre. Donc, ils ont vraiment un bel équilibre. Puis, ouais, c'est une personne exceptionnelle, JP. Il n'y en a pas deux comme lui, ça, je peux te le dire. Oui. Il y a des choses à entendre là-dedans qui sont... Quand ils en viennent à l'adoption, là, puis les enquêtes qui ont été faites... Bon, tu sais... Et comme tu dis, curieusement, c'est ça, c'est deux pères, hein? Ils sont les deux pères. Et l'anecdote que ça n'existe pas dans le monde, c'est père ou mère, lequel des deux qu'on va mettre comme mère. Et c'est un peu celui quand même qui est plus mère que père. Finalement, oui. D'une certaine manière, mais c'est deux pères pareils. Ce que j'apprécie là-dedans, c'est que c'est deux hommes qui revendiquent d'être des hommes. Ils sont homosexuels, mais c'est des hommes. Exact. C'est pas mon identité sexuelle. Faire pas semblant d'être une femme. Parce que faire semblant d'être une femme, c'est faire semblant d'être une femme. OK. Mais non, mais je vais... Tu me parles de mon... Tu sais, je veux dire, je suis le vieux schnock avec ses préjugés d'autrefois. Tu sais, les préjugés, on sait qu'il faut qu'ils tombent parce que un préjugé, c'est un préjugé. Et la majorité du temps, c'est une erreur. Parce que c'est un préjugé. Tout comme juger, tout simplement, est une erreur. Le jugement. Parce qu'on ne sait rien. S'il y a une chose qu'on sait,
C'est bien qu'on sait rien. C'est ça. Ou au moins pas grand-chose. On ne dira pas rien, là, mais Ouais, c'est on ça. sait pas grand-chose. Donc, Es-tu prêt pour le numéro 5? c'est qui? C'est Benoît Roulier. Ah bon? C'est un ami de longue date qui est allé adopter à Madagascar. Une autre histoire d'adoption complètement ailleurs. Et je te dirais une histoire rocambolesque comme seul Ben et sa femme Julie peuvent les faire. C'est... Je te jure que j'ai hâte d'entendre ça parce que, tu vois, juste à y penser de même, là, passer de Jonas à José Godet à Mike Baudouin, à Jean-Philippe Dion. Tu vois des tableaux absolument à ne pas t'ennuyer. Mm-hmm. Celui-là qui arrive en plus. te J'ai hâte promets. de l'écouter, celui-là aussi. Puis aussi, je tiens à le dire, parce que ma grande sœur trouve que je suis négatif, très belle relation avec son père à lui. Donc, on a un père modèle. Un grand-père modèle, j'aurais dire. Oui, OK, parce que ce podcast Bon Papa n'est pas une salve contre les pères d'une autre génération. Non. Bien sûr que non, sinon je ne serais pas assis ici. Ouais. Puis d'autre part, il y a peut-être une chose qui est intéressante à regarder, c'est le passage du mot « père » à « papa ». Ça, c'est tes recherches Internet? Non, c'est pas une recherche. Et même, je lance ça comme ça. Ouais. C'est « bon papa ». Le mot « papa » est beaucoup plus possessif. Affectueux. Proximité, Papa. acceptation, tout ça. Tandis que le mot « père » est un peu plus... Père? C'est pas écrit « papa », c'est « père ». Oui, père. D'ailleurs, père, avant de terminer, Oui. pourrais-je emprunter votre voiture? Certainement. J'en aurais besoin.